fois, nous avions commencé à examiner la raison pour laquelle Claude Lévi-Strauss mène une entreprise qui semble contradictoire, euh, à savoir commencer par affirmer que la distinction entre nature et culture, entre état de nature et état de société chez l'être humain, est une distinction qui ne renvoie à aucune réalité historique, puisque dès que l'espèce Homo est apparue sur Terre, cette espèce s'est caractérisée par une organisation et un comportement social, social et culturel. Euh, et d'un autre côté, Claude Lévi-Strauss affirme qu'il faut maintenir cette distinction pour des raisons méthodologiques, car sans cette distinction entre nature et culture, on oblitère, on détruit l'autonomie relative de la biologie, d'une part, donc de tout ce qui est science du corps humain, et d'autre part de la sociologie. Si on réduit la distinction, si on détruit la distinction entre nature et culture, on réduit le biologique au culturel ou le culturel au biologique, ce qui comporte des dangers différents, mais des dangers distincts. Alors, Claude Lévi-Strauss s'est demandé si il n'y avait pas des cas pour lesquels cette distinction pouvait être opérante. Ces cas exceptionnels sont les cas des enfants qu'on retrouve au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, qu'on retrouve en race campagne ou dans la jungle, qui ont survécu à énormément de privations et qui se sont, pour ainsi dire, développés en dehors de tout cadre social. Est-ce que ces enfants qui sont vierges d'une certaine manière de tout contact avec la société, ces enfants qui n'ont jamais connu leurs semblables, c'est Mowgli, pourrait-on dire, est-ce que ces enfants sont les témoins fidèles d'un état de nature, ou est-ce que c'est autre chose qui se joue? La thèse de Lévi-Strauss, nous l'avons vu la dernière fois, et j'avais commencé à argumenter, la thèse de Lévi-Strauss, c'est que c'est autre chose qui se joue, c'est précisément une inversion de la causalité de leur abandon qui a illusionné les savants du XVIIIe siècle. Les savants du XVIIIe siècle, en particulier les médecins et les philosophes, pensaient que les enfants sauvages étaient devenus sauvages ou étaient restés sauvages parce qu'ils avaient été abandonnés. Et en réalité, il faudrait plutôt comprendre que ces enfants ont été abandonnés parce qu'ils étaient, entre guillemets, sauvages, parce qu'ils étaient anormaux aux yeux de leurs parents. Il y a deux arguments qui permettent de confirmer cette thèse, en tout cas de la soutenir. Premier argument, les enfants sauvages, quand on les a récupérés, ont une vie anormalement brève et n'ont jamais atteint un développement cognitif normal. Et le deuxième argument, c'est que lorsque la police de Los Angeles, dans les années 1970, a récupéré des enfants de communautés, enfin élevés si on peut dire, euh, captifs de communautés hippies, qui avaient subi des maltraitances, qui avaient été séquestrés, ces enfants ont manifesté des retards cognitifs importants euh, dès qu'ils ont été pris en charge par les, euh, les services sociaux, mais très rapidement, ils ont refait leur retard. En revanche, il est vrai qu'ils ont développé, pour beaucoup d'entre eux, des pathologies psychiatriques. Ils ont été, pour la plupart, en proie à des psychoses et ils ne s'en sont jamais remis. En revanche, leur quotient intellectuel, leur intelligence telle qu'on a pu la mesurer, n'a jamais été mise en cause. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les enfants sauvages, et ça il faut le noter, les enfants sauvages ne sont pas du tout sauvages. Ce n'est pas parce qu'ils sont loin de notre culture qu'ils sont plus proches de la nature. Ils sont simplement loin de notre culture. Ils sont simplement loin des normes sociales qui sont les nôtres. Je me permets de fermer la porte parce qu'il va y avoir du bruit.
Le deuxième argument qu'on peut soutenir à la suite de Lévi-Strauss, c'est que de toutes les manières, ces enfants sauvages ne sont représentatifs, oui, non, ne sont représentatifs de rien. Oui, finalement. Bonjour. Ah, je vais essayer de rattraper ça. Ah, j'en ai. Fiona, vous n'êtes pas censée être là, mais je vous accueille avec grand plaisir. Vous êtes censé être en rendez-vous médical. Ah bon, bah là, vous êtes noté absente encore sur. Faudra peut-être passer. Monsieur, il faut que vous marquiez sur un papier qu'elle a bien été présente, comme ça, il faut qu'elle le Oui, précise. bah vous me donnerez un papier à la fin, un petit papier à la fin de l'heure. Euh, donc, que disais-je? Oui, l'échantillon des enfants sauvages n'est absolument représentatif de rien. Imaginez le nombre d'enfants qui ont été abandonnés en race campagne. Déjà, il y en a très peu. Normalement, euh, en fait, le rôle de l'Église, ça a été ça depuis qu'il y a une Église catholique en Europe. Le rôle de l'Église a toujours été d'accueillir les enfants abandonnés. Donc, lorsqu'ils sont abandonnés en race campagne, c'est vraiment l'exception. Le plus souvent, ce qui arrive dans le cas des enfants sauvages, on le pense en tout cas, c'est que ce sont des enfants euh, euh, qui sont qui sont nés dans des familles tellement pauvres qu'elles n'ont même pas les moyens de se rendre jusqu'à une abbaye ou jusqu'à une église. Donc c'est vraiment des cas d'extrême pauvreté. Le deuxième point, c'est imaginer le nombre d'enfants qui sont morts dans la forêt ou dans la jungle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un nouveau-né, mais il faut. Enfin, ces enfants n'ont pas pu survivre seuls bien longtemps et ils ont probablement été pour la plupart dévorés. Donc il a fallu tomber sur, le plus souvent, c'est une louve qui allaite cet enfant. Donc l'échantillon est très peu représentatif parce que l'échantillon est très faible, par la force des choses. Dernier point est fondamental, et je reprends la lecture de Lévi-Strauss. Il n'y a pas de raison de penser qu'on puisse régresser à un état d'avant la société. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas savoir ce que c'est. L'être humain a toujours vécu en horde ou en tribu, donc sous une forme ou sous une autre de société. Alors que lorsqu'on abandonne un chien, pas un chihuahua, mais disons un berger allemand, un truc à peu près respectable, le chien peut retrouver un comportement sauvage. Lorsqu'on abandonne un chat, le chat peut retrouver une forme de comportement sauvage. Lorsqu'on abandonne même des poules, qui sont des animaux domestiques extrêmement anciens, ou un cheval, c'est ce qui est arrivé aux Mustangs espagnols ou portugais en Amérique du Nord. Lorsqu'on abandonne un animal qui a été domestiqué, il peut régresser vers un état d'avant la domestication. Mais l'être humain s'est domestiqué lui-même, et donc il ne peut régresser vers aucun état antérieur. Je poursuis la lecture du texte. En outre, ces exemples doivent être écartés pour une raison de principe qui nous place d'emblée au cœur des problèmes dont la discussion fait l'objet de cette introduction. Dès 1811, Blumenbach, dans une étude consacrée à l'un de ses enfants, le sauvage Peter, remarquait que l'on ne saurait rien attendre des phénomènes de cet ordre, car, notait-il avec profondeur, si l'homme est un animal domestique, il est le seul qui se soit domestiqué lui-même. Ainsi, on peut s'attendre à voir un animal domestique tel un chat, un chien ou une bête de basse-cour, s'il se trouve perdu et isolé, retourner à un comportement naturel qui fut celui de l'espèce avant l'intervention extérieure de la domestication. Un exemple que je connais un petit peu, au Liban, les gens chassent à coups de pierre les chats qui se promènent dans la rue, seuls, parce que ce sont des chats qui ont survécu
à la guerre civile libanaise des années 80-90. Ce sont des chats qui ont donc survécu à leur maître, qui ont mangé les cadavres de leur maître et qui ont retrouvé des comportements de félins. Et donc, ça leur arrive de chasser. Il y a eu des cas glauques et relativement peu nombreux, cela dit, de bébés ou d'enfants qui ont été attaqués par des hordes de chats. Donc, quand si je ne sais pas si vous avez un chat, quand votre chat vous griffe, ça peut faire très mal. Quand vous en avez 50 sur le dos et qui vous mettent par terre, vous pouvez être lacéré très rapidement. Et vous avez évidemment le cas célèbre du Mustang, ce cheval apporté par les Espagnols et les Portugais en Amérique du Nord, et en particulier au Texas et en Floride, qui vont retrouver par accident leur liberté et qui vont donner ces troupeaux de chevaux que vous voyez dans les westerns, dans les canyons. Ça, c'est un animal qui retrouve son comportement, c'est un animal domestiqué qui retrouve son comportement sauvage. Mais rien ne peut se produire pour l'homme, car dans le cas de ce dernier, il n'existe pas de comportement naturel de l'espèce auquel l'individu isolé puisse revenir par régression. Comme le disait ou à peu près Voltaire, une abeille égarée loin de sa ruche et incapable de la retrouver est une abeille perdue. Mais elle n'est pas devenue pour cela une abeille plus sauvage. Une abeille qui ne parvient pas à retrouver sa ruche, qui ne parvient pas à rentrer à la base, n'est pas une abeille qui va devenir plus sauvage, c'est simplement une abeille qui est loin de sa ruche. Okay. Les enfants sauvages ressemblent à cette abeille qui se perd sur le chemin de la ruche. Ils ne parviennent pas à rejoindre notre société, les normes de notre société, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus sauvages pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus proches de la nature, ils sont simplement ce qu'on pourrait appeler d'une manière qui n'est pas politiquement correcte, ils sont simplement anormaux. Ils ne correspondent pas aux normes de la société, aux normes de la culture. Ils sont défaillants de ce point de vue-là. Les enfants sauvages, qu'ils soient le produit du hasard ou de l'expérimentation, peuvent être des monstruosités culturelles, mais en aucun cas les témoins fidèles d'un état antérieur. Alors, il y a un point qui est révélateur, et en fait qui va beaucoup intéresser Claude Lévi-Strauss. Il y a un point qui est révélateur, c'est que nous avons tendance, parce que nous sommes des êtres de culture, à assimiler les individus qui s'écartent de ces normes culturelles à des animaux, à des êtres purement naturels. Par exemple, le mot sauvage désigne. Est-ce que quelqu'un ici fait de l'espagnol? Ouais. Qu'est-ce que c'est que la selva? Qu'est-ce que ça veut dire sylvain en français? Ou sylvestre, sylvester. Ouais, la forêt. Le sauvage, c'est celui qui vient des bois, c'est celui qui vit dans les bois, c'est donc la bête, l'animal. Donc, le sauvage, c'est pas anodin comme désignation, comme insulte. Le sauvage, c'est l'animal. Quant au terme grec barbaros, barbare, c'est un borborigme, une onomatopée qui, semble-t-il, renvoie au chant des oiseaux. Le barbare, c'est celui dont on ne comprend pas la langue et dont on va assimiler ce qui est pour nous un gargouillis, un gazouillis, à un grognement animal ou au chant d'un oiseau. Quant aux métaphores, quant aux injures racistes qui animalisent celui qu'on insulte, évidemment, elles sont légion. C'est ce que Claude Lévi-Strauss va remarquer dans un livre qui est en fait une brochure pour l'ONU
en défense de la création de l'UNESCO, c'est-à-dire une institution qui vise à protéger le patrimoine culturel des civilisations et des sociétés en danger de perdre leur patrimoine. C'est ce que Claude Lévi-Strauss va remarquer dans Race et Histoire. Dans Race et Histoire, Lévi-Strauss explique que nous avons tendance à voir la différence culturelle, ce qui n'est qu'une simple différence culturelle, en termes de différence spécifique entre l'être humain et l'animal. Et c'est vieux, pourrait-on dire, comme la modernité. C'est-à-dire que c'est vieux comme le XVIIIe siècle, ou le XVIIe siècle plutôt. Les hommes du XVIIe siècle, ce que ne faisaient pas les anciens par exemple, les hommes du XVIIe siècle voyaient dans l'animal une rupture, une coupure nette et radicale avec les êtres humains, avec l'humanité. Alors que les Grecs avaient plutôt tendance à humaniser les animaux. Les hommes du XVIIIe siècle vont animaliser les êtres humains qui ne sont pas comme eux. Les Grecs avaient tendance à, au contraire, partir du genre animal pour dire, ben voilà, parmi un genre extrêmement général qui est le zoon, qui a donné évidemment le zoo, qui signifie l'être vivant, il y a différents types de zoon, et il y a un zoon humain qui est doué de logos, qui est doué de rationalité, de langage, de règles, et puis vous avez des animaux qui sont différents de l'animal humain, de l'être vivant humain. Mais autrement dit, c'est sous on va dire une origine commune. Alors évidemment, ils n'étaient pas darwiniens, les Grecs, mais c'est sous le régime d'une origine commune que les Grecs pensaient la différence entre les êtres humains et les autres animaux. Ils auraient dit les autres animaux, pas les animaux. Alors que les modernes vont penser d'une manière radicale la coupure entre l'être humain et les animaux. L'être humain, c'est pas qu'il n'est plus un animal, c'est qu'il n'est pas un animal. Où se retrouve ensuite la différence homme-animal au sein même de l'espèce humaine. C'est-à-dire que Claude Lévi-Strauss va analyser comment le racisme consiste en grande partie à animaliser ou déréaliser l'étranger. Animaliser, c'est tout le vocabulaire c'est tout le vocabulaire de la sauvagerie qui va être employé à partir de la découverte de l'Amérique, les bons sauvages ou les sales sauvages, c'est ce vocabulaire qui va être systématiquement employé pour désigner des cultures qui sont bien souvent d'ailleurs des empires, hein, l'empire maya, l'empire aztèque, donc des civilisations qui sont très anciennes et qu'on va tout simplement assimiler à des animaux, alors que pour la plupart de ces empires, ce sont des sociétés qui sont bien plus anciens que les royaumes capétiens ou que la dynastie des Bourbons en Espagne, que la dynastie des Plantagenets ou des Tudors, plus précisément, en Angleterre. Pourquoi ? Parce que l'étranger est étrange et tout ce qui est étrange n'est pas nous. Donc, le raisonnement du raciste, ce que Claude Lévi-Strauss va appeler de l'anthropocentriste, consiste à dire l'humanité, c'est ma culture, ou plutôt ma culture, c'est l'humanité tout entière, donc tout ce qui n'est pas dans ma culture est hors de l'humanité. Et Lévi-Strauss va dire la chose suivante, le problème, c'est que les sauvages qu'on traite de sauvages font exactement la même chose avec nous et avec leurs voisins. C'est-à-dire que
par exemple, les noms pour désigner une tribu signifiera le plus souvent être humain, ou homme bon, etc., etc. Le Cheyenne, par exemple, les Cheyennes, ça veut dire l'humanité. Les Guaranis, qui sont des Indiens qu'on trouve dans la forêt amazonienne, qui étaient des sociétés extrêmement anciennes, je ne sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui, surtout avec le Covid. Les Guaranis, ça veut dire être humain. C'est un petit peu comme si les anglais, ça voulait dire être humain en anglais, ou français, ça voulait dire être humain en français. Donc les sociétés dites primitives ont tendance à se donner à elles-mêmes comme nom de tribu le mot qui signifie humanité dans leur langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais pas partie de ma tribu, tu ne fais pas partie de l'humanité. Et Lévi-Strauss va raconter une anecdote qui est digne des Monty Python. Lorsque les Espagnols et les Portugais vont arriver d'abord on va dire, aux Antilles, et ensuite vers l'Amérique centrale, vers l'Amérique du Sud, ils vont envoyer des commissions d'enquête pour savoir si les dits sauvages ont une âme. Alors comment savoir si quelqu'un a une âme? Même la dissection ne permet pas de s'en assurer, si vous voulez. Donc ce qu'ils vont faire, c'est les faire chanter et voir s'ils chantent comme des oiseaux ou comme des êtres humains, par exemple. Des trucs absurdes. Mais parfois ça se passe assez mal avec les sauvages. Et les sauvages, par exemple les peuples des Caraïbes, vont faire prisonnier quelques-uns de ces prêtres espagnols, et ils vont se livrer à des vérifications assez rigolotes, elles aussi, puisque ça va consister à trancher la gorge de ces prêtres qui commencent à leur poser tout un tas de questions. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ne font pas que les tuer. Ils vérifient qu'ils resteront morts, pour voir s'ils sont bien humains. Et donc ils plongent leur corps dans des cages sous l'eau, pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Ensuite, ils les remontent pour constater effectivement que ce ne sont pas des fantômes, que ce ne sont pas des apparitions, que ce sont bien des êtres humains, des êtres vivants. Donc en fait, pour les prêtres espagnols, les Caraïbes, les peuples caraïbes sont des animaux. Pour les peuples caraïbes, les prêtres espagnols sont des fantômes. En tout cas, peuvent l'être. D'où, hein, Who do you call? Ghostbusters. Ils ont littéralement mené des expériences pour savoir s'il ne s'agissait pas de fantômes. C'est assez rigolo. Comment l'humanité peut-elle voir l'animal dans ces conditions? Il y a eu un retour de préoccupations qui étaient pré-modernes, qui étaient pré-cartésiennes en tout cas au XXe siècle. Ça a consisté à essayer de voir si certains animaux n'étaient pas en quelque sorte des humanités à modèle réduit ou à modèle embryonnaire. Autrement dit, si certaines sociétés animales ne se comportaient pas de manière culturelle. Les candidats privilégiés pour ce genre de recherche, ça a toujours été les primates, et plus particulièrement les grands singes, à savoir les chimpanzés, les orang-outans et les gorilles. Les ouistiti, pas tellement. Hein. Les races de petits singes, on va dire. Je ne sais pas si on parle de race ou d'espèce pour parler des variantes, des variations de singes. Mais le critère, c'est est-ce qu'ils peuvent se reproduire entre eux? Je ne crois pas, donc ça doit être des espèces. La question qui va se poser, c'est de savoir si on ne peut pas faire en sorte que le comportement du chimpanzé en particulier puisse se rapprocher du comportement de l'être humain. Ça n'a pas
c'est pas par humanisme, si vous voulez, qu'on fait ça. Ce n'est pas forcément par humanisme, en tout cas, même si dans les années 70, vous allez avoir des scientifiques qui ont été largement influencés par un certain esprit de l'époque, qui est celui des hippies. Mais les premiers à s'intéresser au comportement des singes, ce sont les Allemands, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et l'enjeu, c'est de savoir si on va pouvoir utiliser certains animaux à l'échelle militaire pour éventuellement piloter certaines armes. C'est bon, vous savez que le directeur du programme spatial à la NASA s'appelait comment il s'appelait? Konrad Werner, quelque chose comme ça. Bon, c'était pas un Américain de souche, si vous voulez. C'est un Américain que les Américains ont récupéré dans les ruines de Berlin en 1945. C'était un ancien, c'était le directeur du programme V2 qui étaient les missiles qu'on envoyait, enfin que les Allemands envoyaient sur Londres. C'est le prototype des fusées américaines. Bon, les Soviétiques en ont fait autant quand ils ont récupéré certains scientifiques SS. Ils les ont envoyés à Baïkonour pour le programme spatial. Et donc les Russes, ça a plutôt été les chiens. Et les Américains, c'est-à-dire les Allemands de la NASA, ça a été les singes. Est-ce qu'on sera capable un jour d'envoyer un singe pour téléguider un missile sur Moscou? Donc c'était pas vraiment par humanisme du tout, ni par amour des animaux que les recherches sur les primates ont eu lieu, et surtout qu'elles ont eu lieu dans ce sens-là, dans cette direction-là. Mais c'est vrai que c'est un changement de perspective qui est appréciable, c'est-à-dire que l'animal n'est pas l'autre de l'homme, c'est peut-être un alter ego, c'est peut-être un autre soi-même. Euh, je crois qu'on utilise encore les chiens pour les champs de mines, hein, et on les dresse pour ça. Mais on s'est dit avec le singe, on peut faire des choses plus complexes, on peut organiser des pilotages. C'était avant le drone, évidemment. Je lis le texte que Lévi-Strauss écrit à propos des singes, justement. On ne peut donc espérer trouver chez l'homme l'illustration de types de comportements de caractère préculturels. On ne peut pas trouver un état antérieur à la culture chez l'être humain, de quelque manière qu'on s'y prenne. Est-il possible alors de tenter une démarche inverse et d'essayer d'atteindre, au niveau supérieur de la vie animale, des attitudes et des manifestations où l'on puisse reconnaître l'ébauche, les signes avant-coureurs de la culture? C'est en apparence l'opposition entre le comportement animal et le comportement humain qui fournit la plus frappante illustration de l'antinomie de la culture et de la nature. L'antinomie, ça veut dire l'incompatibilité des règles qui régissent la culture et la nature. Or, les recherches poursuivies depuis une trentaine d'années, donc Lévi-Strauss écrit en 1948, depuis une trentaine d'années, c'est depuis la fin de la Première Guerre mondiale, ou depuis la Première Guerre mondiale, c'est peut-être pas un hasard, sur les grands singes sont particulièrement décourageantes à cet égard. Non que les composantes fondamentales du modèle culturel universel soient rigoureusement absentes. Il est possible, au prix de soins infinis, d'amener certains sujets à articuler quelques monosyllabes ou dissyllabes, auxquels ils n'attachent d'ailleurs jamais de sens, pauvre bête. Dans certaines limites, le chimpanzé peut utiliser des outils élémentaires, et éventuellement en improviser. Des relations temporaires de solidarité ou de subordination peuvent apparaître et se défaire au sein d'un groupe donné. Enfin, on peut se plaire à reconnaître, dans certaines attitudes singulières, l'esquisse de formes désintéressées d'activité ou de contemplation. Fait remarquable, ce sont surtout les sentiments que nous associons volontiers à la partie la plus noble de notre nature, dont l'expression semble pouvoir être identifiée le plus aisément chez les anthropoïdes, ainsi la terreur religieuse et l'ambiguïté du sacré. Mais si tous ces phénomènes plaident par leur présence, ils sont plus éloquents encore, et dans un tout autre sens, par leur pauvreté.
on est moins frappé par leur ébauche élémentaire que par le fait, confirmé par tous les spécialistes, de l'impossibilité, semble-t-il radicale, de pousser ces ébauches au-delà de leur expression la plus primitive. La même constatation s'impose dans les autres domaines. Elle implique la conclusion pessimiste d'un observateur attentif qui s'appelle, je pense, Nicolas Koch, K-O-H-T, ça aussi c'est pas un nom très français, c'est plutôt un nom allemand. La même constatation s'impose dans les autres domaines. Elle explique la conclusion pessimiste d'un observateur attentif qui se résigne, après des années d'études et d'expérimentation, à voir dans le chimpanzé, je cite, un être endurci dans le cercle étroit de ses imperfections innées, un être régressif si on le compare à l'homme, un être qui ne veut ni ne peut s'engager dans la voie du progrès. Que nous dit Claude Lévi-Strauss dans ce texte? Lévi-Strauss va nous dire la chose suivante: chez les grands singes et tout particulièrement chez le chimpanzé, tous les éléments de la culture humaine sont présents. C'est-à-dire, on peut en faire la liste, une forme de communication non verbale et parfois verbale, c'est-à-dire qu'on arrive à faire prononcer quelques syllabes, quand je dis pas bête parce que c'est absurde, à des singes, à des chimpanzés. Utilisation, voire improvisation d'outils. Relations sociales assez complexes, de soumission ou de commandement. Et surtout des activités de type, on pourrait dire, contemplatif. Par exemple, on sait que les singes, les chimpanzés aiment bien regarder les couchers de soleil. Autre élément qui est troublant, les chimpanzés, ce ne sont pas les seuls mammifères à le faire, les éléphants et les baleines, on le sait, ont aussi ça en commun avec eux. Les chimpanzés ont une conscience très forte des lieux où l'un des leurs est mort. Les lieux pour lesquels est survenue une catastrophe pour le groupe. Ce sont des lieux qui vont devenir tabous, on pourrait le dire, sacrés. Des lieux dans lesquels le groupe vers lesquels le groupe a interdiction de revenir. Et donc, une sorte de cimetière, en tout cas, ou de temple, en tout cas de lieux sacrés, sacrés voulant dire effectivement ce qui est séparé du reste, ce en quoi on ne peut plus rentrer. Donc, on pourrait se dire que les grands singes sont de petits hommes, c'est-à-dire que en miniature, ils expriment des comportements qui sont développés, qui existent sous leur forme développée chez l'être humain. Or, ce que va dire Lévi-Strauss, c'est que si tous ces éléments existent chez le singe, ils ne forment pas un système et ils ne permettent aucun progrès. L'exemple le plus frappant, c'est, en fait, il y en a deux que dont je voudrais vous parler, que je voudrais vous exposer. Il y a d'abord un chimpanzé qui s'appelle Noam Chomsky. Alors, je reprends ces informations biographiques parce que ça m'a un petit peu échappé depuis. Noam, N-O-A-M, Chomsky, c'est comme chimpanzee, C-H-I-M-P-S-K-Y. Noam Chomsky. C'est un jeu de mots sur le nom d'un théoricien du langage qui s'appelle Noam Chomsky et dont la thèse c'est que le langage est le propre de l'homme. Pour le dire très très vite, seul l'être humain aurait la faculté de créer des langages complexes, c'est-à-dire avec une syntaxe. Ce ne soit pas simplement des signes, mais des organisations de signes les uns par rapport aux autres. Alors, Noam Chomsky, qui est un chimpanzé, il est né en 1973, il est mort en 2000,
et il est connu pour avoir été confié à une famille euh, afin de lui apprendre la langue des signes. Et effectivement, ce chimpanzé va être élevé, voire éduqué, de manière à ce qu'il se comporte comme un être humain, c'est-à-dire qu'il va grandir dans un appartement témoin, euh, il va avoir son propre frigidaire, il va avoir un lit, il va avoir un petit short, des petites chaussures. Bref, on va vraiment le traiter comme une poupée, pourrait-on dire. Enfin, une poupée particulièrement poilue, mais une poupée quand même. Alors, ça a donné lieu à un documentaire qui s'appelle Le Projet Nîmes, qui sort en 2011. Euh, je vais sortir l'article anglais de Wikipédia, parce que faut quand même voir ce que ça donne le langage des signes chez Noam Chomsky. 3 signes, c'est-à-dire 3 mots. Banane, Nîmes, manger. Banane, moi, manger. Boire, moi, Nîmes. Manger, Nîmes, manger. Manger, Nîmes, moi. Manger, moi, Nîmes. Manger, moi, manger. Terminer, câlin, Nîmes. Donner, moi, manger. Bon, bref, en gros, c'est câlin et bouffe. 4 signes. Banana, Nîmes. Banane, Nîmes, banane, Nîmes. Banane, manger, moi, Nîmes. Banane, moi, manger, banane. Boire, Nîmes, boire, Nîmes. Boire, manger, boire, manger. Voilà, ça c'est des citations de Nîmes, si vous voulez. C'est les paroles immortelles, enfin plutôt les signes immortels que Nîmes a prononcés en signant dans sa vie. Et la phrase la plus longue que Nîmes ait jamais prononcée, 16 mots, accrochez-vous. Donnez orange, moi, donnez, manger orange, moi, manger orange, donnez-moi, manger orange, donnez-moi, toi. Bon, euh, conclusion, quand on arrive à inculquer par la force, je ne sais pas, du poignet ou de la cacahuète, manifestement de l'orange ou de la banane, un singe, ça donne quand même pas, les méditations métaphysiques ou la recherche du temps perdu, quoi. On est assez loin de Descartes et de Proust. Euh, Bon, ça peut ressembler à de l'art contemporain, vous me direz, mais ce n'est pas de l'art contemporain, c'est Nîmes. Et surtout, Nîmes, c'est assez cruel ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il va, à un moment, les subventions, enfin bon, c'est compréhensible si vous voulez, parce que quand on claque 500 000 dollars par an sur un singe pour qu'il apprenne à manger banane, et qu'il apprenne à le dire, c'est un petit peu beaucoup. Euh, mais à un moment, les subventions vont s'arrêter et Nîmes va être confié à un laboratoire, hélas, pour servir de cobaye à des médicaments. On sait à quel point les labos peuvent être humanistes, et doux avec les animaux. Mais cette famille va retrouver Nîmes des années plus tard et Nîmes aura tout oublié. Même moi manger banane. Donc, tout ça pour ça, si vous voulez. C'est-à-dire que non seulement les résultats ont été relativement peu probants, peu parlants, c'est le cas de le dire, mais en plus, Nîmes, hein, cet enfoiré, Nîmes a tout oublié au bout de quelques années. Donc, tout ça pour ça. Merci Nîmes, hein, vraiment. Donc évidemment, c'était une double torture qu'on a infligée à cette pauvre bête. Non seulement on l'a forcé à suivre des cours de signes, alors que manifestement ce brave chimpanzé n'était pas fait pour ça, mais en plus il a fini sa vie dans un laboratoire. Vaut mieux peut-être laisser les chimpanzés là où ils sont. Autre exemple qui là pour le coup est bien plus intéressant pourrait-on croire, c'est l'exemple de Coco le gorille. Est-ce que vous connaissez Coco le gorille? Ça vous dit rien? Coco le gorille qui parle? Alors attendez, c'est bientôt la fin. On va essayer de se trouver une petite vidéo sur YouTube, parce que ça vaut vraiment la peine. Coco le singe qui parle.
C'est un documentaire que vous pouvez probablement trouver sur YouTube, qui est un film de Barbet Schroeder. Pour le coup, je ne sais pas combien de temps vit un chimpanzé. Nîmes a vécu 27 ans. Coco, ça a été beaucoup plus long. Elle est morte à 70 ans, il me semble, quelque chose comme ça. La longévité du gorille est surprenante. Mais moins surprenante que la méthode qui consiste à ne... Voilà. Ça a l'air d'être... L'électricité statique. Sésame, ouvre-toi. Alors Coco, c'est l'inverse. Coco, c'est vraiment le singe, c'est un gorille femelle, qui va, pour le coup, être capable... Ah, ok. Qui va être capable de bien maîtriser la langue des signes, hein. Pas au point, évidemment, de réécrire euh, la comédie humaine, mais vraiment au point d'être capable de tenir des conversations. Et notamment avec un humoriste qui était cher à mon cœur, qui s'appelle Robin Williams, qui était la voix d'Aladin dans la version originale du dessin animé, qui a été Mrs. Doubtfire, qui a été un psychopathe absolument abject dans ce très bon film de Christopher Nolan, quand il faisait encore des très bons films, qui s'appelle Insomnia. Ce qui est troublant, c'est que Coco... Oula, oula, oula. Coco va développer spontanément en fait des caractères humains. Elle va élever des chatons. Quand son chaton va mourir, quand son chat va mourir, elle va faire un petit coup de dépression. Elle va vraiment vivre dans un appartement. Attendez, on va vous montrer directement avec Robin Williams. Et en fait, quand Coco va apprendre la mort de Robin Williams, elle va se souvenir de lui et elle va pleurer. Bon, c'est merveilleux. Hein. C'est mignon comme tout. Je montre ça en attendant. Est-ce que ça s'allume? Ouais, ça a l'air. Hi, this is Robin Williams. I recently had a mind-altering experience communicating with a gorilla. Her name is Coco. We shared something extraordinary. Il dit que sa vie a changé depuis qu'il a réussi à parler avec Coco le gorille. Laughter. Coco understands spoken English and uses over 1,000 signs to share her feelings and thoughts about daily events. Life, love, even... Ouais, Nîmes, c'était 20 signes. Elle, c'est 1000. 1000, ça veut dire 1000 mots. C'est pas mal. Death. It was awesome and unforgettable. I'm going to adopt you. She had my sunglasses on. Turned away and then she looked out the window and she looked great. They actually looked very nice. Bon, elle a mis les lunettes de soleil de Robin Williams. She turned out the window just like You, Shay. Okay, where should you guys all go? Into the kitchen or tickle? Tickle. She wants you to tickle. Yep, that would be good. Or the thighs. Mm-hmm. Like that.
Oh, yeah. C'est quand. Bon, ils ont quand même des centres de préoccupation. C'est quand. Vous voyez qu'elle lui fait la même chose. Un gorille, c'est 300 ou 400 kilos. Faut pas ça. Ça vous met une baigne, c'est fini. Now you don't hit. Sweetheart. Donc ça, c'est assez incroyable parce que le rire, on a longtemps cru que c'était le propre de l'homme, et elle rit. Quand les singes rient, généralement, c'est pour montrer leurs dents. C'est un signe d'agressivité. Là, c'est clairement pas le cas, c'est-à-dire que son rire est humain. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer que Coco est presque un être humain. Mais le problème, c'est que Coco, je ne sais pas si vous avez lu cette BD qui a assez mal vieilli, il faut le reconnaître, cette BD qui s'appelle Tintin au Congo. Il y a un passage où Tintin se déguise en singe pour pouvoir chasser le singe, et ça se passe assez mal. Coco, lorsqu'elle est reniflée par d'autres gorilles, les gorilles essayent de lui arracher la tête pour voir s'il n'y a pas un être humain à l'intérieur. Parce que Coco n'est plus identifiée par les autres gorilles comme un gorille. Elle a tellement changé, elle a tellement adopté un comportement qui n'est pas celui d'un gorille, que ses semblables ne la reconnaissent plus comme comme faisant partie de l'espèce gorille. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite, si on ne se revoit pas, d'excellentes vacances.